Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est la Madaoli à Kuriapi. Je vous propose, dans cette capsule, d'aborder un thème qui est celui du religieux, puisque je me colle à l'actualité à Madagascar. Donc, dans un premier temps, nous allons voir le religieux dans les institutions, c'est-à-dire la 4e République. Dans un deuxième temps, nous allons voir ce qui se passe dans l'actualité. Ensuite, nous allons voir quels sont les recours possibles, éventuellement, s'il y a dérive. Et je vous propose aussi, en dernier lieu, un petit parcours rapide de la place du religieux, et notamment de la chrétienté dans l'histoire malgache, mais vraiment un survol rapide pour que vous puissiez comprendre, en fait, pourquoi est-ce que le religieux a pris tant de place aujourd'hui. Ce sont les articles 1 et 2 de la Constitution de 2010 qui parlent du religieux. Que dit l'article 1? Le peuple malagasy constitue une nation organisée en État souverain, unitaire, républicain et laïque. Donc je répète, le dernier mot est laïque. L'article 2 précise que l'État affirme sa neutralité envers toutes les religions, sous le contrôle de la Haute Cour constitutionnelle, bien sûr. Donc vous voyez qu'avec cet article 2, l'État s'engage à rester neutre vis-à-vis de toutes les religions. Alors, petit aparté, en ce qui concerne les religions, elles sont nombreuses à Madagascar. Il y a, je cherche les chiffres, voilà, vous avez les catholiques, les protestants, mais pas que, vous avez aussi les anglicans, vous avez les orthodoxes, vous avez également une petite communauté juive et bien sûr, vous avez les musulmans. Donc c'est une communauté riche, diverse, variée. Alors bien sûr, elle suscite une énorme convoitise, surtout la communauté chrétienne en ce qui concerne les votes, puisque plus de la moitié de la population malgache est chrétienne. Qu'en est-il du respect de ces lois fondamentales sur la laïcité dans la pratique quotidienne des hommes politiciens malgaches? J'ouvre juste une parenthèse parce que j'ai omis de vous parler de la communauté indienne aussi qui est très présente à Madagascar et qui est un potentiel de voix très important. Il ne faut pas négliger cela. Alors, il est clair que, à ce jour, la campagne électorale, la campagne présidentielle pour 2023 est lancée. Alors pour preuve, du 15 au 21 août, vous avez eu ce déplacement du président Ange Rajoelina à Sainte-Marie pour l'inauguration d'un bâtiment officiel. Lors de son discours inaugural, il n'a pas manqué de préciser, de rappeler à la population locale qu'elle a voté pour lui à plus de 80% des voix. Voilà. C'était un petit rappel et il a notamment fait une promesse électorale, à savoir l'ouverture d'une ligne Air Madagascar-Sainte-Marie directement, voilà, de Tananarive à Sainte-Marie et aussi de la Réunion, je crois, vers Sainte-Marie. Donc la campagne est bien lancée. Rien de religieux là-dessus, bien sûr. Maintenant, en ce qui concerne l'application des articles 1 et 2, début août, vous avez eu par exemple l'ancien candidat Marc Ravalomanana qui a été présent lors d'un congrès de femmes FDKM à Antsiranana. Il a été présent également à Mazanga, auprès d'une communauté religieuse. Vous avez également le Premier ministre Christian Tsai qui a été présent, alors ça c'était à Majinga, oui, à un congrès des anglicans. Donc là, on se positionne, pareil, dans une communauté religieuse. Du 30 août au 4 septembre, vous allez avoir la DMZ. Voilà. C'est la journée mondiale de la jeunesse qui est organisée par l'Église catholique. Et là, lors de cette manifestation qui aura lieu à Antsirabe,
le président de la République actuelle, Andry Rajoelina, s'est positionné également de sa présence. En ce qui concerne donc l'organisation de ce grand événement mondial, selon Midi Madagascar d'hier, c'est donc du 20 août ou 21 août, il est précisé que des largesses fiscales ont été accordées à des organisateurs de cette grande journée mondiale. Donc là, vous avez donc des fonds publics qui sont engagés pour l'organisation d'un événement religieux. Et oui, c'est un événement religieux, même si c'est un événement mondial. Ce n'est pas une coupe de foot, c'est une rencontre spirituelle et qui est bien sûr sous l'égide de l'Église catholique. Donc vous voyez qu'il y a une imbrigation vraiment indiscutable du religieux dans la politique malgache contemporaine. Alors, autre chose également, vous avez la réélection de Marc Ravalomanana comme vice-président laïque, dit-il, de la FZKM. Non, c'est ça, oui. Alors, la FZKM, c'est une organisation religieuse, même s'il est précisé dans l'intitulé que c'est un vice-président laïque, il n'empêche qu'il est dans le conseil décisionnel. Donc vous voyez que là, par rapport à l'article 1 et l'article 2, on est positionné sur une religion particulière. Voilà. Et de ce fait, indirectement, voilà, on privilégie cette religion par rapport aux autres. Vous n'êtes pas dans une position de neutralité où vous respectez toutes les religions puisque vous êtes engagé dans une religion bien précise. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport donc à la situation qui s'est passée donc, depuis juillet et jusqu'à fin août où le religieux a été très très présent. Vous avez aussi, alors je crois que c'était chez les Jesus Mamoun, je crois, où il y a eu c'était filmé sur les réseaux sociaux, là ça tourne en boucle, on voit des disputes, enfin c'est un peu... alors est-ce que c'est sérieux comme document? Est-ce que ce n'est pas non plus la propagande pour discréditer la branche protestante? Parce que vous voyez clairement qu'avec les événements qui se sont passés, d'un côté vous avez Marc Ravalomanana qui se positionne avec la branche protestante, de l'autre vous avez donc Andry Rajoelina qui soutient plus la branche catholique. D'accord? Donc voilà. Alors maintenant, pour celles et ceux qui souhaitent que la laïcité soit vraiment respectée, alors quels sont les recours légaux et constitutionnels possibles? Au niveau du pouvoir exécutif, vous avez la Haute Cour constitutionnelle qui, elle, est régie par l'article 114 de la Constitution de 2010. La Haute Cour constitutionnelle, elle est chargée, elle, du contrôle de la constitutionnalité des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes. Toutefois, sachez quand même que ces membres, ils sont 9, ils ont un mandat de 7 ans non renouvelable et à la fin, ils sont nommés par décret du président de la République. Donc, je vous laisse à vos conclusions. D'accord? Dans notre cas, on s'intéresse plus à la Haute Cour de justice, qui est régie par l'article 131. Et cet article 131 précise que le président de la République n'est responsable des actes accomplis liés à l'existence de ses fonctions qu'en cas de haute trahison et de violation grave ou de violation répétée de la Constitution, de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'existence de son mandat. Donc vous voyez que on est vraiment dans le cas qui concerne les faits dont je vous ai relatés durant juillet et août. Alors, comment se passe cette saisine de la Haute Cour de justice? Alors, attention, il faut passer par vos députés, puisque
c'est l'Assemblée nationale qui, au scrutin public et à la majorité des 2/3 de ses membres, va pouvoir mettre donc l'exécutif en accusation si bien sûr les faits sont avérés. Et sachez que si ces faits sont avérés, on peut aboutir à la déchéance du mandat du membre de l'exécutif concerné. D'accord ? Voilà. Alors, sachez que dans la Constitution, il existe l'article 49 de la Constitution, donc, qui encadre les fonctions présidentielles. Et cet article 49 précise donc les incompatibilités de la fonction présidentielle lorsqu'il est en mandature. Au sein d'un parti politique, par exemple, au sein d'une association, ou en ce qui concerne l'exercice d'une responsabilité au sein d'une institution religieuse. C'est écrit, hein, moi je n'invente pas. Donc vous voyez, par rapport aux faits que je vous ai relatés, depuis juillet jusqu'à fin août, excusez-moi, mais la Constitution, elle s'est fait un peu malmener. Ce n'est pas difficile de le prouver. D'accord ? Alors, sachez également qu'il existe à d'autres niveaux, niveau plutôt territorial, des saisines possibles. Alors, je vous mettrai les liens, vous irez voir. Il est possible de saisir le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le directeur général du Trésor, le directeur général des Finances et des Affaires générales, ou alors le préfet de région. Après, bien sûr, vous devez avoir un suivi normalement et une remontée de votre dossier. Voilà. Voilà ce qui concerne l'aspect un peu technique mais pratique concernant le fonctionnement des institutions malgaches et des recours que vous pouvez avoir. Mais rassurez-vous, ce sera plus clair avec les liens que vous aurez en bas dans ma capsule. Juste une petite précision concernant une autre saisine possible qui est celle de la Cour des comptes, puisque il faut savoir que la Cour des comptes, en fait, c'est écrit dans l'alinéa 5, hein, juge les comptes des comptables publics et également contrôle la mise en application de la loi de finances en assistant le Parlement et en assistant le gouvernement dans ce contrôle. Donc la Cour des comptes est impliquée également. Donc vous pouvez avoir des rapports de la Cour des comptes pour le soutien de votre cause, par exemple. Hein. Et la saisine passe par le président de la Cour des comptes. Voilà. Je termine avec ce sujet qui était très long. Et j'aborde donc celui de la petite partie historique pour expliquer pourquoi est-ce que Madagascar est très chrétienne. Les peuples premiers malgaches n'étaient pas chrétiens au départ. C'était pareil par exemple au Canada. Alors pourquoi je vous parle du Canada? Puisque l'Église a actuellement une attitude tout à fait différente et à l'opposé de celle qui va se passer à Madagascar du 30 août au 4 septembre. Au Canada, le Vatican en fait adresse son pardon, le pape adresse son pardon aux peuples premiers canadiens qui sont les Hussons-Wendat. Ces peuples premiers, en fait, aujourd'hui ils sont catholiques et francophones. Ils ont subi en fait les missionnaires, les pensionnats, les écoles religieuses, et de ce fait ils ont perdu leur culture d'origine. Et c'est en ce sens que le Vatican, et en ce sens que le pape adresse son pardon à ces peuples premiers du Canada. Vous voyez que à Madagascar, on est à l'opposé, c'est-à-dire que ces journées chrétiennes, en fait, elles vont se faire dans la joie et non pas dans le pardon par rapport au peuple premier malgache. Les peuples premiers malgaches n'étaient pas chrétiens, ils sont devenus chrétiens.
les Malgaches avaient le culte des Rasana, c'est-à-dire le respect des ancêtres qui, moyennant cérémonie, respect, certaines pratiques, hein, comme le changement du limbe, par exemple, le limbamen, font que les Malgaches avaient cette pratique au départ, et il a fallu attendre 1818 pour que cette pratique des Rasana, du culte des ancêtres, s'amenuise. Elle existe encore aujourd'hui, hein, dans beaucoup de régions malgaches. Et la première vague d'évangélisation s'est faite avec les missionnaires catholiques et les missionnaires protestants, ceux notamment de la London Missionary Society. Donc la pratique spirituelle ancestrale s'est atténuée. Mais sachez que les Malgaches ne se sont pas toujours laissés faire par rapport à cette évangélisation. Ranavalna Ier, par exemple, en 1835, avait interdit le christianisme et avait même fait des martyrs chrétiens. Elle martyrisait les Malgaches qui s'étaient convertis. Cela n'a pas empêché de toute façon les missionnaires catholiques, les Quakers anglicans ou les missionnaires luthériens norvégiens, par exemple, de venir évangéliser l'île de Madagascar, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons la moitié de la population qui est chrétienne. Voyez par exemple le très grand succès du Père Pedro à Madagascar. Cette forte présence est due en fait à l'efficacité en fait, hein, des nombreuses associations. Vous avez des nombreux temples qui sont présents. Ils sont présents dans l'éducation des enfants, ils sont présents pour les femmes également. Donc il y a beaucoup d'aide qui fait que les églises en fait sont imprégnées et sont présentes dans beaucoup de foyers malgaches. Voilà. Sachez quand même que c'est le Nouveau Testament qui a été traduit en malgache en 1824, l'Ancien Testament en 1827. Donc vous voyez, avec l'arrivée de l'évangélisation, voilà, le christianisme s'est beaucoup étendu, d'autant que les Malgaches aiment bien chanter, donc vous aviez également les cantiques malgaches avec des racines galloises qui sont apparues dans les populations. Voilà, alors je vais terminer cette capsule qui est très longue, hein, mais bon, j'espère que je vous ai donné beaucoup de matière à réflexion. Voilà, et restez éveillés par rapport à ce qui arrive autour de vous. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine capsule.